Bon, les gars, je pense qu'on peut commencer, hein. On peut euh, commencer l'ensemble. S'il y a des gens qui vont arriver, viens-moi après. Alex, tu es là? Je suis là. Marisa? Ouais, On je le suis temps? là, je suis là. D'accord. Marie, je ne sais pas si tu es là. On va commencer par un peu regarder ton exercice que tu as eu à faire, étant donné que c'était pas un exercice euh, déjà prédéfini. Donc là, je donnais le champ d'action sur lequel vous devez faire la recherche. Donc, je ne sais pas si tu peux partager ton écran, tu partages ton écran, tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu as eu à faire exactement et on regarde ensemble. Si tu peux pas, tu vas partager. D'accord. Bonsoir à tous. Je vais passer. Ah, Est-ce qu'on voit mon écran? oui, oui. Tu peux agrandir, s'il te plaît. Oui. Encore un peu. Je n'ai pas l'impression que Agrandi fonctionne. Bon, je pense là, Hmm, nous, on peut organiser pour nous. Je pense que tu peux agrandir ton écran. Vraiment. ok, attends un peu. D'une fois là-bas, parce que moi, ce que j'essaie de faire, je rentre juste là-bas. Ok, d'accord, on jette dans comme ça. On va essayer de gérer comme ça. Dis-nous. Tu peux un peu m'expliquer, toi, quel contexte tu as eu à choisir. Bon, laisse. Euh, Je suis dans le cadre d'un restaurant. Mhm. Là, on a euh, les plats, les plats principaux euh, et les desserts, en fait. Dans la classe initiale, la classe parent, ce sera la classe dish. Bon, j'aime bien travailler en anglais quand je programme. Tu peux expliquer en anglais, je pense en dérange pas en allemand. Je vais expliquer en français. Ah, ok. Ah, je voulais que tu disais que tu étais plus à l'aise en anglais pour expliquer. Moi, j'ai pas de problème, en fait. Ah, bon, en fait, il y a la classe plat, dish, Oui. avec les propriétés, les prep time, temps de préparation, prix et ingrédients. Ensuite, il y a la première méthode, c'est pour afficher les infos sur le plat, euh, le nom, le prix, le temps de préparation ainsi que les ingrédients. Bon, la méthode pour dire en combien de temps le plat sera servi. La méthode pour vérifier si le plat est vegan. Oui, vegan. Et bon, je sais pas, je dois juste déjà donner les grandes lignes ou bien je dois dire Bon, juste les exactement ce grandes que... lignes, par exemple, bon, tu as combien de classes, par exemple, tu as cité. Bon, qu'est-ce que le Bon, programme fait d'abord? en Combien fait, je peux ici? comme je dis, j'ai une classe. Ensuite, j'ai deux, deux héritiers, je dois dire ça comme ça. Bon, ça, c'est trois classes. Parmi les trois classes, il y a une classe parents et Oui, et deux, deux classes. les Deux enfants, en classes. fait. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que la méthode fait dans son ensemble? J'ai vu, tu as eu les doctrines dans le guide, mais tu n'as pas mis ici. Là, bon, explique qu'est-ce que ton programme fait exactement. Comme j'ai dit, c'est juste pour avoir des infos sur les plats dans un restaurant, non. Mhm. Genre, euh, le plat principal, j'ai défini une méthode pour vérifier si c'est un plat végétarien ou pas. Là, j'ai exclu des trucs comme le poulet, le bœuf, le porc, euh, le lait et tout ça. Mhm. Et Bon, ensuite, euh,
la méthode pour, par exemple, changer les ingrédients ou ajouter, réduire ou modifier. Enfin, Ok. bon, ajouter en fait, ajouter les ingrédients dans un plat. Ensuite, euh, la méthode pour modifier l'accompagnement. Et oui, c'est ça. Bon, par exemple, pour le dessert, il y avait aussi une méthode pour voir si c'est vegan, une autre méthode pour ajuster le niveau de sucre. En fait. Mhm. Ok, Bon, ok, en ok. gros, c'est ça. Ok, ok. Moi, si je comprends bien, bon, tu as dans ta classe parent. Dans la classe parent, tu mets, je vois, tu as les paramètres, tu mets le nom, le temps que tu as besoin, le prix et les ingrédients. C'est ça. Maintenant, dans ta classe, main, plat principal, ce que tu l'as dit, Une main course, c'est le plat principal. exactement. Tu as side dish. Donc, ça dit quel est le paramètre le plus que tu as inclus dans ton plat, dans la classe plat principal. C'est ça, le side dish, en fait, l'accompagnement. Mhm. Ok, Parce ok. que au resto, c'est genre, on te donne un plat et ensuite, un truc comme, je sais pas, le riz, le plantain pour accompagner. Mhm. Exactement. Ok, 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 ok. Et oui, ouais, tu as eu à utiliser, tu as eu à utiliser Zupa pour appeler le constructeur et mettre les différents éléments, oui. Maintenant, tu as une classe display. Bon, moi, c'est que Ça, peut-être c'est une display méthode. info. Une méthode de temps pour moi, display info, ta méthode display info. Display info, oui, super. Et moi, tu utilises également la méthode display info que tu as eu à créer en haut. Super, super, super. Il y a quelle autre méthode? Estimate serving time is vegetarian. Acting within. Okay, chance. Ok. Donc, très, très intéressant, le cas. Très intéressant en tout le cas. Moi, ça permet de voir, ça inclut en fait tous les éléments qu'on a eu en voir ensemble la dernière fois dans une classe. Donc, je pense qu'avec ça, si tu es capable de produire un truc comme ça, de comprendre les différents éléments, les différents principes utilisés à l'intérieur, pour moi, ça va être déjà une bonne base. On va passer à la prochaine étape, à l'étape d'aujourd'hui. Donc, pour moi, vraiment, l'exercice, tu as eu à... Bon, je suis testé parallèlement sur moi et rien ne me offre de vraiment critique. Je sais pas si vraiment, tu vois un truc, une noture, un ajout, une amélioration. Non, pas... du moins, c'est pas sur le coup. Mhm. Donc, correct. Et donc, si je te pose une question, Marisa, qu'est-ce que tu as appris en implémentant ce code? Du moins, qu'est-ce que tu ne connaissais pas avant et que tu as appris en implémentant ce code-ci, par exemple? Ou du moins, en faisant cet exercice, qu'est-ce que tu as eu comme highlight dans ton apprentissage? Bon, en fait, comme je suis dans le domaine du machine learning, comme construire les neuronales nets, Mhm. on utilise souvent ça. Donc, en fait, moi, je prenais ça comme vivant. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Disons que là, maintenant, j'ai compris. Voilà. Alors, J'ai super. compris le quoi est la question. Super, super. On a dit qu'avant, tu utilisais juste, mais là, tu comprends vraiment beaucoup plus pourquoi est-ce que tu utilises quoi comme ça, en fait. Mhm. Ok. D'accord, très intéressant. Ok, donc aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas nombreux. On va donc essayer d'entamer la prochaine étape. Et ce serait donc pas identique et face à pays. Donc, on va essayer de faire ça tous ensemble. Donc, je partage mon écran. Faites-moi signe si vous voyez l'écran. Ah, ah, d'accord. D'accord. Donc, du coup, si vous voulez des références, donc on a Pydantic, ils ont une page officielle. C'est ça, Pydantic. Comme je dis, ça permet de valider les données.
ouais, les modèles. Ouais, ça comme ça. Et donc ici, vous trouverez dans tout ce qui est nécessaire pour programmer avec Pydantic. Donc du coup, sans toutefois tarder, je vais essayer de créer un hotline ici. On va appeler Pydantic. Et puis, on va faire face API plus tard. Donc, je peux appeler ça comme ça, face API. So, HTML. Face API Sprite. J'espère que je vais trouver ça ici. Pydantic face API. C'est ça. OK. Espérons que notre outil fonctionne. OK. Tout est installé. Mais malheureusement, pas besoin de ça. Donc, je supprime la même méthode ici. Donc, je peux essayer d'abord de structurer mon répertoire. Donc, je commence par source. Et dans source, j'aurai besoin de modèle. J'aurai besoin de contrôleur. Et j'aurai besoin de view. So. Et aussi, pour notre test, oui, pour notre test, on aura besoin naturellement d'un ordinateur qu'on va appeler test. Dans modèle, je vais créer dans mon fichier qui va appeler modèle. Bon, je vais essayer de faire ce que Alex a fait la dernière fois, donc du coup un truc similaire pour aborder le problème de Pydantic. Donc on va d'abord faire un truc classique comme ce qu'il a fait la dernière fois. Donc on va prendre un truc comme une classe comme celle-ci et on va définir notre constructeur. Init. Et donc on aura notre self, on aura une personne par exemple les caractéristiques comme le nom, le prénom. On s'arrête, en fait on s'ajoute, on s'ajoute à ça. Et donc on va donc dire self pour le nom. Égal à nom. Et donc, self.prénom égal à prénom. Ah. On peut aussi utiliser une méthode pour dire display qui prend aussi le constructeur. On va s'en dire return. Je m'appelle. Je sais pas. On va dire self.nom et self.prénom. Donc, prenons ce cas-ci pour expliquer vite fait la différence entre le Pydantic et cette configuration-là. Déjà, Alex, tu peux me stopper si la configuration n'est pas correcte. Et donc, ça fait longtemps aussi que je n'utilisais pas, que je n'utilisais plus ça. Oui, oui, non stress, non stress. OK. Donc, on va donc essayer de créer notre objet. On dit une instance, personne, qu'on va donc dire, OK. Là, ici, on me demande de mettre le nom et le prénom. Donc, je vais essayer de créer data égale le besoin du nom. On va l'appeler Tom. Non. Smith. Et, ah non, c'est le nom que j'ai dit. Donc, nom. Et puis prénom. Je vais appeler Thomas. Ah. Donc ici, je vais passer cette donnée-là. Alors, si je dis personne,
Punkt Display et ausführen. Il faut que je mette ça en print apparemment. So. Non, ici, tu vois, j'ai ici, je m'appelle Smith Thomas. C'est correct. Maintenant, le danger avec ça, du moins, ce qu'il va aborder ici, c'est le danger avec le non-C. Ici, on a dit, par exemple, ou du moins ici, j'ai mis le string, n'est-ce pas? Que se passe-t-il si je mets ici 2, d'après vous? Euh, Marisa, d'après toi, qu'est-ce qui va se passer si je mets 2 ici? Et puis, on suit le programme. Je pense Actuellement, ça, c'est un integer, n'est-ce pas? Tout à l'heure, c'était un string. Maintenant, c'est un integer. Qu'est-ce que se passerait-il si on suit le code-ci? euh, pour le moment, toujours machine. Ça va marcher. Alex, tu penses aussi pareil? Oui, oui, ça va marcher étant donné que pour Python, lui, il ne regarde pas aussi. Voilà, justement, ça marche. Ici, je m'appelle Deux Thomas. Maintenant, c'est justement à ce niveau qu'intervient le rôle de Pydantic. Avec Pydantic vient briser cette règle-là. C'est-à-dire, quand tu fixes ton truc, ça doit fonctionner ainsi. Il y aura pas, tu n'auras pas besoin. Tu ne peux pas dire, je m'appelle, par exemple, Herman, et puis tu as dit que non, c'est plutôt Thomas. Là, ça va marcher avec Pydantic. Donc, on va essayer donc de gérer ça normalement. Ou bien, prenons la même méthode, la même classe, et on appelle ça base modèle. Et base modèle vient de Pydantic. Je vais importer ça. Je crois que ça, c'est un truc ici qui fonctionne. Non, c'est ici. Ok. Non, ça vient de Pydantic. Donc, là, c'est là. Et tu vois, quand je mets Pydantic, là, mon constructeur se plaint déjà. Vous voyez. Mhm. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est tout simplement supprimer le constructeur. Parce que là, à ce moment, il ne sert plus à rien. Et donc, j'aurais besoin justement de mes caractéristiques name. Je lui donne sa définition. C'est un string. Et le prénom, c'est aussi un autre string. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit comme erreur? Voilà. Et ceci, par exemple, peut sauter. Ça se place plutôt ici. On va dire ça comme ça. Maintenant, essayons un peu de faire print person. Vous voyez déjà l'erreur. Très amusant. Vous voyez l'erreur, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, si je remets ici notre signe de tout à l'heure dans Bon, est-ce que Smith, le... Est-ce que... Vas-y. en fait, ok, je mets d'abord la version qui fonctionne. Euh, Qu'est-ce qu'il met ici? Prénom, nom, tout ça. Ça Passe là-bas. faut... Bon, trop de tu n'as pas besoin de Parce que constructeur. tu as défini n'aime pas non. Ah, ça, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est le truc, c'est ça la première erreur. Euh, donc, et du coup, ça fonctionne maintenant. Donc, changeons encore le type pour avoir l'erreur de tout à l'heure. En fait, la parenthèse se plaint ici, tout simplement parce que le type que j'entre ici, le type que je mets ici en paramètre, c'est pas le type que j'ai défini. Selon moi, je me pose pourquoi ça fonctionne sans constructeur, en fait. Je sais pas, je sais Tu pas dis, pourquoi tu as besoin de constructeur. tu vas besoin de consulter ici, tout Pourquoi? simplement parce que Pydantic intègre déjà ces propriétés-là, en fait. Hmm. Et justement, c'est pour ça que au départ, j'ai appelé mon répertoire modèle. Parce que justement, ici, ce n'est que des modèles. Déjà, ce genre de forme-là, tu ne vas pas voir les méthodes. Déjà, normalement, Ah dans les oui, modèles, on ne définit pas les méthodes. Tu mets les méthodes dans le constructeur, dans le contrôleur, oui, oui. tu vois.
Donc, généralement, tu vas voir dans les projets, tu vas voir, c'est comme ça que les modèles sont structurés. Et peut-être encore avec une fonction pour valider. Déjà, pour de l'erreur, pour ne pas donner ce genre d'erreur aussi brutale, tu as une fonction qui te génère une erreur assez classe, quoi, assez smart. Pas aussi Ouais. brutale comme ici. Donc, en fait, c'est ça le rôle de Pydantic. Ça permet de valider les types de données que tu entres. Tu vois, ici, j'ai entré 2, ça a refusé. Mais si j'entre ici, mon 2, si je transforme en string, là, je n'aurai plus de problème. Tu vois, là, je n'aurai plus de problème à ce niveau. Donc, pour donc, augmenter le truc, ou du moins pour augmenter la compréhension, je vais essayer d'intégrer ça dans un projet que je vais appeler ça, je sais pas, task. Donc, On savait dire que avec mhm. pas identique, on ne peut pas avoir des sorties comme je m'appelle, je sais pas. Si, tu peux avoir, bien sûr, tu peux avoir. C'est juste que j'ai pas voulu perdre autant tout à l'heure avec la fonction, ce que j'ai retiré, et puis une fois faire sortir le truc. Sinon, tu peux avoir la fonction, tu peux avoir la fonction dans la classe aussi. Mais dans ce cas, si je vais plutôt intégrer ça dans mon contrôle là, et appeler mon modèle en fait. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite ici. Donc, je vais respecter du moins, le design pattern, on va dire, modèle view controller. C'est pour ça que tu as vu ici. J'ai mon truc ici, modèle view controller. Ça, c'est un design pattern en software engineering. Et c'est ce que je vais essayer d'implémenter ici. D'accord? Donc, mon task, bon, en fait, c'est un peu comme une to-do list que j'ai envie d'implémenter ici. Donc, j'aurais besoin d'une ID. J'aurais besoin, par exemple, du titre, euh, string, bien sûr. J'aurais besoin de la description. De quoi est-ce qu'il est question? C'est aussi un autre string. J'aurais besoin, par exemple, de la date de création. Created at, qui est aussi un string. J'aurais besoin peut-être de statut pour dire si le to-do a été fermé ou pas. Bon, attends un peu, faisons un peu autrement. Import, pass modèle, parenting, ok. Classe, je vais appeler ça task status qui prend un paramètre enum. Vous avez, du moins, Marisa, tu connais ce qu'on appelle l'énumération, n'est-ce pas? Tu as vu ça? Tu as Ouais. utilisé? Ok. Donc, du coup, j'aurais par exemple euh, un truc que je vais appeler, mon premier élément sera par exemple pending, qui va prendre pending. J'aurai un autre truc complete, complete, qui va prendre le string complete. Disons, j'importe ça de enum. Donc, du coup, le statut va donc prendre un truc de ce type, task status, voilà, comme ça. Donc, ici peut partir. Ici aussi peut partir. C'est bon jusqu'ici. Donc, du coup, ça, ce sont mes caractères. Du moins, ça, c'est mon modèle. Donc, on va essayer de simuler un truc vite fait. On va appeler ça contrôle. Contrôle de L, non. Bon. Donc, on se définit déjà une liste comme ça. Et puis, comme méthode, en fait, on va par exemple une méthode pour créer la liste. Create. Pour créer un task autant pour moi. On aura par exemple besoin, je sais pas, du titre, en fait, de ce qu'on veut créer. On aura besoin de la description. Et tout ça devrait retourner un task.
Je peux importer ça. Donc, ce que ça fait, c'est quoi? Hmm, ok, on va rentrer dans le truc. Là, c'est là. Voilà, je veux enregistrer mon truc, mais je veux créer mon task. D'après vous, ou du moins d'après ton magasin, comment est-ce que je pourrais faire pour créer mon task ici? Déjà, je veux créer mon task pour ajouter dans la liste qui est en ce moment vide. À ton avis, comment est-ce que je pourrais faire pour y arriver? Ajouter dans une liste. Hmm? Je veux dans une liste. Bon, ça, c'est Je comprends pas trop ce qu'on veut faire. en fait, voici ma liste, n'est-ce pas? Ou du moins, voici l'ensemble des tasks, l'ensemble des to-do, en fait, des to-do list. J'ai envie de créer un to-do et l'ajouter dans la liste qui est en ce moment vide, en utilisant le modèle, ou du moins les modèles-ci. Utilisation de texte. Tu comprends un peu ce que je suis en train de vouloir faire, Alex? Ou bien pour toi aussi, c'est un clair. Mais comment est-ce que tu fais? Tu as défini en fait voilà, le GNC, la structure, comment est-ce que tes dates doivent avoir simplement? Est-ce Voilà. que tu as fait dans le modèle donc, pour avoir une sorte de Mm, template? Comment est-ce que tes données mm. doivent être? Maintenant, pour Voilà. créer, tu importes le template, à quoi le template doit recevoir dans ton contrôle et tu te bases sur ça pour et tu as Voilà, pour bien. créer dans les clients. En fait, ce que vous avez fait avec Alex la dernière fois, les Eigenschaften, en fait, c'est ça que je suis en train de faire maintenant séparat dans mon contrôleur. Tu vois? Non, si Bon, créer une task, au lieu de, supposons, là par exemple, supposons que c'était ce qu'on a eu à faire la dernière fois, c'était une personne. Lui, il a créé sa classe personne dans le modèle. Maintenant, ce qu'il veut faire, c'est là, il crée maintenant l'objet personne au niveau de create person, par exemple. c'est bon, Si Marisa. on était dans Oh, le c'est cas pas d'une encore clair. personne. Je crois Ouais, qu'il c'est va pas... entrer. Bon, peut-être au fil du temps, tu vas comprendre. Kevin, tu es là, tu es dans le bain déjà. Ouais, ouais, je suis là, mais bon, j'ai pas encore vraiment tout saisi, hein. Bon, ok, je vais donc essayer de faire un truc. On va essayer peut-être le temps, tu vas comprendre. Task, task, une task. So, c'est pas possible à faire ça, un peu aussi peut-être ajouter. Hmm, task égale à task. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait ici? On a besoin de quoi ici comme pour créer, du moins pour créer un task, on a besoin de quoi, Marisa? On va aller pas à pas, street to street. Qu'est-ce qu'il faut pour créer un task? Il faut les propriétés. Ouais. Voilà. Il faut par exemple le ID, n'est-ce pas? Il faut le titre, il faut la description, il faut la date de création et il faut le statut. Pendant, ou du moins après la création, il faut un statut. Donc, ce que je vais essayer de faire ici, ID, par exemple, je vais dire ID, je veux que ce soit un truc. J'aimerais bien faire ça manuellement, ou du moins, j'aimerais faire ça automatiquement, mais pour la suite, du moins pour le test, je vais moi-même faire ça déjà manuellement. Sinon, dans les projets, normalement, il y a les trucs, il y a la fonction UUID, voilà, c'est ici. Et à ça, tu as par exemple UID Fear. Ou bien c'est UID Fear tout simplement. Voilà, j'importe ça. Voilà, tu as par exemple ceci. En fait, dans les projets, pour créer une ID de manière automatique, il y a cette fonction qui nous permet de faire ça. Mais sauf que s'il fait ça actuellement, ça va nous empêcher dans le test parce qu'il va falloir absolument regarder c'est quoi le ID. Or, si moi, j'ai give mon ID, ça va me permettre de faire mon test plus facilement. Donc, je vais essayer ici de retirer la fonction ici. Ou du moins, on peut mettre ça comme ça. Au fil du temps, on va essayer d'ignorer le ID là. Donc, on a encore besoin de quoi? On a besoin de title. Donc, qui égale à quoi? Euh, task.title. On aura besoin de description. Description. On aura besoin de quoi encore? Bon, j'ai pas besoin de mettre ça comme ça, puisque le titre, ça vient de l'utilisateur. C'est lui qui met ça. Donc, on met ça comme ça.
On a encore besoin de quoi ici? Temps de création. Okay. Bon, ici, je vais utiliser datetime. Compte OTC, quoi, c'est comme ça. Now. Voilà. Là, c'est pour avoir, ça, c'est pour avoir la date actuelle, en fait. Je vais importer ça, des dates, c'est quoi, c'est comme ça. Allez. Datetime, import, date, datetime. Voilà, quand c'est comme ça. Là, il manque un dernier élément. Bon, je veux que, après la création, que le statut occupe la valeur de task, statut point, pending. Je veux que ce soit ça, pour la création. Et ici, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, ok. Ça se plaint déjà. Pourquoi ici? Parce que on dit que mon integer, j'ai nommé, c'est-à-dire que ça doit occuper un string et je vais donner un integer. Pareil pour la date, j'ai dit qu'il devait occuper un string. Or, je lui donne l'objet date. Donc, on l'a modifié dans le modèle. Vous avez vu l'erreur? Vous avez vu le message là? Donc, du coup, lui s'attend à ce que je lui donne un integer, mais je vais passer un string. Ou du moins, on veut un integer et il va passer un string. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, je change ça en string. Et ça aussi, je vais changer ça en date time. Voilà, l'erreur est partie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'ajouter ça à la liste des tasks. Return task. Pourquoi ceci se plaint alors? Pourquoi ça met ça? Bon, ils sont un peu fait un truc. Ok, c'est bon, c'est parti. Donc, pour voir si ça marcher, ils sont un peu de créer un task. Je vais appeler ça d'abord data 1. Je lui donne un paramètre, par exemple. Bon, ID, normalement, il n'y a pas besoin de ça. J'ai besoin de quoi pour créer mon truc? J'ai besoin du titre. Le titre, je vais appeler ça to do 1. Et la description, euh, je vais appeler ça test 1. C'est un peu aligner ça comme ça. So. Et puis le task en personne, un task 1 égale task, ou bien les create. Et puis je passe en theta 1 en paramètre print task 1. Et si on voit ce que ça fait, ok, c'est non. Ça veut, en fin de compte, le task n'a pas marché. Ok, ça, que le force n'a pas sa place. Donc, voici mon objet qui a été créé. Ouais. Ou, Marie, ça répond à ta question tout à l'heure, ou du moins que tu comprends parce que c'est une question que vous l'avez fait. Avec la fonction create,
j'ai pu créer un objet, ou du moins un to-do. Et si je fais, par exemple, le print task, tu vois qu'il vient là. C'est une liste de classes, n'est-ce pas, de tasks. C'est bon? Ou bien dans l'ensemble, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Moi, c'est bon, je sais pas. Bon, j'avoue que je ne comprends pas trop. C'était quoi le but de créer la classe Parce que, littéralement, c'est juste une fonction qu'on... enfin, Tu dis? je ne comprends pas trop. C'était quoi le but de définir une classe avant de faire ça? Définir la classe avant de faire ceci, avant d'écrire ça. Mhm. Justement, voici la classe que je sens utiliser. Sinon, toi, tu aurais fait comment? Bon, commençons par là. Tu aurais fait comment? D'après toi. Parce que voici la classe que j'ai définie. Voici la classe que j'ai définie ici. Et voici, tu l'utilises ici, à ce niveau. Toi, tu aurais Non, fait je comment? comprends un peu Dis-moi. sa question, puisque elle a en Mhm. train de dire que la classe, par exemple, crée la méthode de temps pour moi, créer Mhm. task que tu es en train de créer là, on aurait pu Mhm. créer ça directement dans une classe. C'est ce que tu es en train de dire, non, Direct- Marisa? Directement ici. Bon, c'est là où c'est ta Ouais, question. c'est en fait ça. Et non, Justement, c'est ce que tu as dit tout à l'heure au départ. Donc, en fait, pour question de lisibilité, dans les modèles, on met seulement les modèles. Donc, c'est sous de structure-là, les Eigenschaften d'une classe. Dans le contrôle, là, tu dis maintenant, c'est que moi, je définis maintenant chaque élément ou bien chaque eigenschaft en fait, que tu souhaiterais avoir, chaque comportement que tu souhaiterais avoir. Et c'est ce que j'ai fait ici, par exemple. Ok. bon, ce Tu qu'il a vois? en train de Donc, vouloir dire simplement, c'est pas ce qu'il a en train de dire, c'est la méthode que tu dis, la Marisa, là, c'est vraiment un peu le faire comme ça, mais ce qu'il a en train de monter, c'est pas si tu as eu entendu parler, c'est ce qu'on appelle les design patterns. Je sais pas, je vois. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de design pattern, ce sont je veux le dire quoi, des en fait, ce sont les systèmes techniques. Oui, ce et sont les techniques, en techniques fait. qu'on utilise pour pouvoir développer quelque chose de la façon la plus efficace, de la façon la plus lisible possible. Parce que comme tu as dit, tu peux directement créer ta méthode et à l'intérieur, tu crées directement des fonctions. Mais généralement, dans l'entreprise, lorsque tu travailles, il y a une personne qui est, par exemple, chargée de créer le modèle, l'autre personne chargée de créer les contrôles, l'autre personne chargée de créer, par exemple, le view, c'est que tu vois. Donc, ce qu'il a fait là, c'est simplement de segmenter ça en en petites parties, en fait. Donc, il a utilisé le pas de qu'on appelle modèle view controller. Le modèle, en fait, c'est ce que toi, tu as en train, ce qu'on est en train de voir là, en fait, nos données. Donc, par exemple, lorsque tu crées ta classe, tu mets les attributs, en fait. Donc, coupe cette partie, on met à part. Maintenant, les différentes méthodes que tu aurais à créer en temps normal dans ta classe, on met ça maintenant dans le contrôleur. Donc, le contrôleur, c'est lui qui a la logique, en fait. Et maintenant, le view, c'est Voilà. ce que tu vois. Donc, comparable, C'est tu un peu vas ça. entrer, par exemple, ton nom, le titre, la description. C'est par exemple, c'est un truc que tu vas entrer en principe dans le view. Et le view, maintenant, Justement. envoie ça dans le contrôleur. Le contrôleur utilise maintenant le modèle pour créer les objets. Donc, c'est un peu C'est la pour dire quoi? structure qu'il a utilisée. Oui, vas-y. Ouais, c'est pour dire tout simplement que la partie, en fait, de la ligne 19 à la ligne 26, ça ne se fait pas ici dans le contrôleur. Tu vois, j'ai juste fait ça pour tester si la méthode que j'ai implémentée ici en fonctionne, comme j'ai prévu, tu vois. Sinon, ça là, c'est le travail de view. Si on met ça, on met cette donnée ici dans le view. Genre, tu récupères les données de l'utilisateur dans le view et tu appelles la fonction qui est dans le constructeur en ce moment, donc ceci, dans le view là, pour exécuter, ou du moins pour prendre ces données en paramètre. Donc, en fait, si je mets toutes ces méthodes ici dans le modèle ici, ça va fonctionner, il n'y aura pas de restriction. Mais pour question de lisibilité, il faut donc segmenter le code, que chaque fonction, du moins chaque classe, ou bien chaque ordre ait son job à faire, que ce soit pas mélangé. Déjà, pendant le debugging, qu'on puisse voir, OK, on va aller dans quelle méthode ou bien dans quel répertoire pour trouver cette méthode-là, que ce soit pas touffu en même temps. Parce que si mais si ajoute cette ligne ici, là, ici, je vois que ça va touffu. Or, ça va masquer, ça va me cacher ces modèles-là, ou du moins ces classes-là. Donc, le but ici, c'est de rendre le code en fait, lisible possible, un peu plus lisible possible. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici. Donc, je vais continuer avec les méthodes, dans les caractéristiques. On peut, en tout cas, on peut faire comme ça, parce que
Il a 7h45 et il faut qu'on aborde le test et tout et tout. Donc, laissons d'abord ceci. Et bon, c'est qu'on commence par quoi? Par le test ou alors directement face API? Parce que c'est indépendant de toute façon. Qu'est-ce qui est plus important pour vous en ce moment? Face API ou le test? Moi, Alex, qu'est-ce que tu c'est suggères? le test. Tu veux le test? Maria, tu veux le test, c'est ça? Ok. Et toi, Alex, tu veux quoi? Bon, là, je ne sais pas combien de temps on a encore à notre disposition. Si On a encore une heure. je Donc, fasse c'est les pour ça PI, la question, bon, bon, c'est qu'on va beaucoup plus utiliser ces fast API pour développer le bot. ok, bon, faisons le test très schnell. C'est aussi une méthode. On fait ça très simple. Euh, on va dire texte, la test quoi là? Hein? Test task. Donc, normalement, pour faire ici, c'est PyTest. Donc, vous installez le package PyTest pour faire les tests. Donc, c'est là installé chez moi. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va déjà euh, importer le task, donc la liste que j'ai déjà fait tout à l'heure. Ah, c'est dans le contrôleur. OK. Donc, je peux là mettre, retirer ça. Et j'aurais besoin, par exemple, de ma liste que je vais appeler setup task, par exemple. Tout ça pour initialiser, pour vider à chaque fois euh, la liste des tasks. Donc, on va faire task, point, clear. Clear, c'est pour vider. Donc, maintenant, on a besoin du décorateur. Je crois que c'est PyTest, point. Euh, ah. En fait, ceci là permet tout simplement de, à chaque fois, avant d'exécuter le programme, du moins ces méthodes à tester, que ça vide, du moins que ça exécute l'action, sinon, dans mon cas, ça vide à chaque fois la liste qui est dans le contrôleur, cette liste-ci. Ça vide ça à chaque fois que je hostframe le code ici. Ça peut vider d'abord tout ce qui est là. Et de manière automatique, avec ce décorateur aussi. Donc, je mets ça. Et puis, qu'est-ce que je veux tester, par exemple? Bon, du moins, mettons les données à tester. On va dire data 1 égale. On a besoin, pour ajouter un task, on a besoin du titre, tout simplement. Je vais appeler ça euh, title 1. Et on a besoin de la description. Comment on va appeler ça? Hmm, description 1 aussi. Bon, maintenant, je dois créer ma méthode. Je vais appeler test create task. On dit task égale create task. J'espère que c'est ça. Ah, import. OK, c'est ça. Donc, je passe dans data one là, ici, à l'intérieur. Donc, avec data one. Voilà. Maintenant, c'est ici que le PyTest entre en jeu. Ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de vérifier, par exemple, que task.title égale à, par exemple, à data one c et title. Ça, c'est par exemple un mini-test pour vérifier que, OK, le titre qui a été créé, du moins que le task a le titre qui a été créé, en fait. Du moins que c'est ça qu'on attend comme résultat. Ce qu'il va encore faire, attends, tester d'abord ceci.
Vous voyez, par exemple, ici, on dit que le test a été passé. Du moins, j'ai réussi le test. Vous voyez, le green, ça fait, c'est vert partout. Donc, le test a été bien exécuté. Maintenant, que se passe-t-il si je mets, par exemple, c'est égal à hello world? Je vous pose la question. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Arisa, Kevin, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Ou du moins, qu'est-ce qu'on aura comme réponse? Je pense que le test va échouer. Oui, ça va échouer. Et toi, d'après toi, ça sera pourquoi? Parce simplement que les titres ne sont pas identiques. Justement. Donc, essayons de hors sur N. Et puis, justement, on dit actuellement, cela, ce qu'on attend, c'est title. Ou du moins, vous voyez la différence. Actuellement, si on n'a pas dans notre données. J'ai une question. Parce que tout à l'heure, tu Mhm. as écrit dans la fonction test, tu as donné la valeur petit title. Je sais pas pourquoi tu n'as pas écrit title one. En fait, moi, ça m'embrouille. Je sais pas trop. Si, pourquoi ce n'est pas écrit ici title? Non, non, c'est écrit Hello World. Je Oui, m'attendais à ce que tu écrives title one pendant le texte, mais tu écris plutôt petit title. Je sais pas trop. Pourquoi, petit pourquoi? title. Si, mais comme ceci, attends. Comme ceci. Oui, en fait, je m'attendais. Parce que c'est en fait ça la valeur qu'on. C'est ça qu'on attend, n'est-ce pas? Oui. Ça va fonctionner. Ça, c'est un truc qui va fonctionner, 100%. Oui, je ne refuse pas. Le souci, c'est Mhm. que tout à l'heure, tu écris plutôt petit title. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi tu testes plutôt avec petit title? Je comprends pas trop ta question. Alex, tu comprends ta question dans ce sens-là? Bon, je sais pas, Petit title. moi, je pense qu'elle a dit que tu as plutôt utilisé la variable, non utiliser la valeur. C'est ce que tu La as envie de variable. dire, ça. Oui, oui, c'est ça. Ah, so. Ah, ok, comme j'ai écrit tout à l'heure, data. Ok, d'accord. Ça, c'est encore une autre notion. On reprend. Title. Comme ça, n'est-ce pas? Avec la fonction, si je demande, avec ça, avec cette écriture, je demande en fait que je veux la valeur qui se trouve à la clé title. Et la valeur, c'est quoi? C'est title one. C'est une notation. Ah, d'accord. Moi, je me disais que tu écris tout simplement Non, 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 title. non, non. Non, 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 non. J'ai écrit data one, et puis je trouve ref à la clé, ou du moins la valeur qui se trouve à la clé title. Ah, ok, ça va, ça va. Ouais, c'est C'est pas bon, ça. dans le cas, ça fonctionne. Donc, en fait, on peut faire plusieurs choses ici. On peut faire, par exemple, on va dire quoi? Hmm. Datetime, ou bien is instance. Ça prend deux valeurs. La valeur qu'on veut tester, donc task, pour par exemple, on va dire create at. Est-ce qu'il s'agit d'un string? Ça va échouer normalement parce que c'est pas un string. Voilà. On attend un type date, la date time. Et s'il met par exemple ici date time, ça va fonctionner et il va falloir que j'importe date time, comme ça. Et là, ça fonctionne. Et ça va s'il y a des questions jusqu'ici. On peut faire comme ça autant de choses. Euh, is instance, on va dire task, prompt. On peut aussi tester la liste même finale. Je veux dire que this instance teste le type d'une variable. Oui, Ah, task. On peut aussi tester si en ce moment-là, c'est après avoir créé le task, est-ce qu'on a une valeur dans notre liste qui est en ce moment vide? Donc, c'est pour ça que je mets ici 1. Est-ce que la longueur, en fait, la taille, c'est égal à 1? Donc, regardons. Et justement, ça passe. Essayons de mettre plutôt 2. Là, c'est échoué tout simplement parce que dans la liste en ce moment, on a une seule, ou bien un seul to-do. Et j'ai mis 2. Chose qui est
qui n'est pas correct. En fait, est-ce que c'est correct, c'est d'accord, du coup, c'est clair pour, en ce qui concerne le test, en fait. On peut faire tout ça, on peut faire une panoplie de méthodes pour tester, et puis dans les résultats, vous allez voir justement quelles sont les classes ou bien quelles sont les méthodes qui ont échoué et pourquoi. Donc, comme pour ce cas, par exemple, vous voyez la différence, vous aussi voir la différence. Ici, on attend 1 et puis il est rentré 2. C'est clair pour tout le monde en ce qui concerne le test. Si c'est clair pour tout le monde, on passe à autre Je- chose. J'ai j'ai une question. Mhm. Je sais pas, le arroba fixture, c'est quoi? En fait, c'est un décorateur. Ça permet ici, en fait, de prendre, en fait, de prendre cette fonctionnalité, du moins ceci-là, dans la méthode ici-là, dans toutes les méthodes qui sont présentes dans le document à tester. Donc, comme il dit, je peux ajouter, par exemple, 5 méthodes ici. Et à chaque fois, ça va toujours les faire ici. Donc, on va tester chaque méthode, ça va d'abord vider ça. Ça va vider Et qu'on ceci. peut faire un test sans passer par les Sans textes. passer par ça, Oui. bien sûr. Et puis, il fasse ceci, il fait ceci, ça va fonctionner. Ou du moins, ça va échouer. Ah, ok, ça échoue parce que tout à l'heure, j'ai mis le truc. Mettons le 1 qui était là, et on fait ça. Voilà, ça va passer. Donc, normalement, ce qui est tout à l'heure, ce qui est mis tout à l'heure, c'est pour des fonctions vraiment assez complexes. Là, quand tu as plus de 2 méthodes déjà et qui ont des comportements différents. Sinon, le résultat de la première classe, par exemple, va influencer les résultats de la deuxième méthode, et ainsi de suite. Or, on ne veut pas ça. Avec ce feature-là, avec ce décorateur, ça permet de séparer les comportements en fait, de chaque méthode, ou bien les résultats de chaque méthode. Et dans mon cas, par exemple, ça vide la liste avant l'exécution d'une méthode donnée. C'est bon. Donc, oublie ceci pour l'instant. Concentre-toi d'abord sur les tests là. Et si plus tard tu veux savoir pourquoi ça fonctionne, tu peux toi-même mettre ça et ajouter le nombre de méthodes que tu veux et voir le comportement, enlever, remettre et voir ce qu'il y a comme changement. D'accord? Ok. Sinon, c'est bon pour le reste. Kevin, Alex, vous avez des questions? C'est bon pour moi, c'est pas très bon. Kevin, c'est bon pour toi aussi? Donc, en réalité, le PyTest là repose seulement sur la fonction asset. Tu dis? J'ai dit, euh, en fait, la seule fonction qu'on utilise depuis tout à l'heure qui appartient vraiment à PyTest, c'est asset. Non, déjà de base, si tu n'installes pas PyTest, tu ne pourras pas exécuter ce programme-ci. Bon, pour l'instant, ça fonctionne parce que déjà, j'avais installé PyTest dans mon truc. Donc, du coup, s'il n'installe pas PyTest, ceci ne sera pas possible. Du moins, le bouton vert ça ne va pas s'afficher, de toute façon. Parce que Mais j'ai PyTest n'est pas pas compris installé. ma question. Ma question, Dis-moi. c'est, dans tout ce qu'on a écrit là, c'est quoi exactement qui appartient à PyTest, à part le arobase pytest.fixture là? C'est asset, n'est-ce pas? Ou c'est pas ça? Asset, c'est pas tout. Sinon, si tu veux tester ta méthode, ça va Asset. En fait, si tu veux tester tes components, ça va Asset. Donc, c'est tout ça qui fait PyTest, en fait. Donc, il n'y a pas un truc, tu vas dire, c'est propre à PyTest. Ça, c'est, comment dire, ils s'utilisent entre eux. C'est tout ça qui fait PyTest. Ben, je pense que c'est sa question de savoir, par exemple, lorsqu'on était au niveau de PyDantic, là, en fait, base model, Mm. par exemple, c'est une fonction qui vient de la bibliothèque, là, c'est qu'elle veut savoir si asset également vient de la bibliothèque PyTest, en fait. C'est ça la question, non, Marissa? Oui, oui, Alex m'a compris. Ah, OK. Et si on va vérifier ceci? Là, je sais pas vraiment si Atex est propre. Là, je ne pourrais pas dire un truc que je saurais vérifier. Mais c'est pas si Asset est propre à PyTest, mais on l'utilise pour tester les trucs. Tu vois, dans un autre contexte, il y aura par exemple les Assets, je sais pas comment ils appellent encore ça. Là, les tests TDD, par exemple, ça, c'est une autre écriture. Donc, je ne sais pas si en fait c'est propre à PyTest, mais on l'utilisait en fait pour faire ce genre de tests en fait. C'est tout ce que je peux dire là-dessus.
avec certitude, mais dire l'origine de asset, moi, je ne saurais pas. Je ne saurais pas dire. C'est comme si tu me demandes exactement d'où vient, par exemple, la méthode de return, si c'est propre à, je ne sais pas trop, à quelle méthode ici, là, je ne sais pas trop. Tu vois un peu. Donc, c'est des fonctions prédéfinies, mais si elle est propre à PyTest, là, je ne sais pas. Hmm. Donc là, tu pourras essayer de Google pour voir si ça vient de PyTest ou pas, si c'est propre à PyTest ou pas. Sinon, essaie, tout ce que c'est que on utilise asset là pour exécuter, du moins pour tester le comportement d'une méthode, d'une classe. Et voilà. Oh, Alex, tu as une réponse peut-être à ça, à cette question-là. Moi, je vais Google ça, je sais pas, je sais pas, je n'ai pas encore OK. utilisé cette bibliothèque. En attendant, je passe à autre chose s'il n'y a plus d'autres questions. View, je vais créer, bon, je vais appeler ça app. Bon, face API, import face API. Bon, face API, comme, comme on dit depuis, c'est un framework qui permet de développer des applications web dans Python. Donc, il y a plusieurs frameworks. On a Face API, on a Flask, on a Django. Et parmi ces trois frameworks-là, par exemple, je trouve Face API et Flask vraiment accessibles. Quasi facilement, quand je dis accessible, c'est vraiment, on peut apprendre facilement, sans toutefois se casser la tête comme avec Django. Django, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, moi, je m'intègre mieux avec Face API, je m'intègre mieux avec Flask, voilà, c'est pratiquement la même structure. Donc, c'est facilement gérable. Et pour ça, il faut installer la bibliothèque Face API. Donc, je l'ai installé chez moi. C'est pour ça que, voilà, ça ne dérange pas dans ce contexte-là. Mais il faut l'installer pour pouvoir l'utiliser. À côté, on aura besoin du serveur qu'on va appeler Uvicon. C'est le serveur qui nous permet d'exécuter les applications basées sur Face API. Donc, on va installer ça aussi. Ou bien, il faut aussi installer ça. Donc, je vais déjà initialiser mon application qui va appeler Face API. Et comme caractéristique, vous voyez ici, par exemple, il y a une panoplie de variables, du moins de paramètres qu'on peut utiliser. Euh, on fait ça comment? Voici les variables qu'on peut utiliser ou bien les paramètres qu'on peut utiliser dans Face API. Bon, je vais utiliser quelques ici, là. On va utiliser par exemple le titre, la description et la version. Titre égale, je vais appeler ça ma première application euh, Face API. Et comme description, je vais dire tout simplement que c'est Task Manager. Et comme version, je vais dire que c'est une version 0.1.0. Ça, c'est la version de mon application. So. Maintenant, comment faire pour utiliser? J'ai initialisé mon application, mais comment faire pour l'utiliser? On utilise encore les décorateurs qu'on appelle app. Et maintenant, là, tu veux utiliser quoi? Il y a plusieurs méthodes, du moins plusieurs méthodes HTTP. Il y a par exemple la méthode de get qui permet de recevoir un objet. Il y a la méthode de post qui permet d'envoyer une requête, du moins d'envoyer les objets, ou du moins une requête avec les objets, avec les paramètres. Il y a la méthode, par exemple, POT, qui peut déjà modifier ce qui est, du moins modifier une donnée déjà existante. Il y a la méthode delete qui permet de supprimer des éléments. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire, vous pouvez là utiliser. Moi, je vais utiliser par exemple la méthode get maintenant pour faire quoi? Pour par exemple dire hello world. Def, c'est hello. C'est hello. Return, je vais par exemple message. Et dans le message, je vais dire par exemple hello from codex. Là, je viens de définir mon endpoint. En fait, on appelle ça
endpoint, du moins, ça, c'est ce qu'on appelle endpoint dans les routes en français. Et là, ça, c'est le chemin qui mène vers ce truc-là, vers cette fonction, vers ce endpoint. Maintenant, pour pouvoir l'exécuter, on a besoin, comme je dit, d'un serveur, le serveur que j'ai appelé tout à l'heure Ovicon. Donc, du coup, je vais devoir définir ça. Import Ovicon. Maintenant, comment est-ce que je vais utiliser Ovicon? Ovicon a la fonction qu'on appelle run. Et là, tu peux passer ton application que tu viens de créer, l'application que tu créer ici en haut, dans ça, et passe ça ici. Et là, j'aurai besoin d'un host dans l'URL pour l'application. Je pourrais passer par exemple 0.0.0.0. C'est pour dire ça fonctionne en local, dans localhost. Ou alors, je peux utiliser l'adresse 127.0.0.1. Ça va toujours fonctionner. Ou alors, il peut tout simplement utiliser localhost. Ça va tout fonctionner. Donc, restons dans le cadre de localhost. On a aussi besoin du port. Le port par défaut, du moins par défaut pour API, c'est au port 8000. Mais si déjà vous avez une application qui fonctionne au port 8000, alors vous avez aussi la possibilité d'échanger, mais par exemple 8004, ça va tout fonctionner. Question jusqu'ici? Je suppose que non. Donc, j'exécute mon application. Et vous voyez ça, on me dit mon application, du moins, est sur l'adresse, et ou bien accessible à l'adresse HTTP localhost et au port 8004. Donc, je presse dessus et ça va nous redirectionner là. Là, on voit notre message. Hello world, ou la hello from codex. Donc, ça, c'est déjà un premier signe que notre application fonctionne correctement. Et aussi, vous avez aussi, vous pouvez aussi tester ça. Il y a aussi ce truc-ci que Face API nous permet de manager. Donc, ça, c'est le bord, en fait, pour les routes. Donc, par exemple, ici, on voit que j'ai seulement une seule route que j'ai appelée CLO, donc, avec la fonction get. Donc, on peut essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme réponse, ça envoie seulement un string. Dans la description, là, le code est là, et ça ne prend pas de paramètres, ce qui est correct. Donc, on peut tester, exécuter, et voilà, on a notre hello from codex. Et pour aussi copier ça, pour ceux qui ont le terminal, on peut aussi tester ça sur le terminal, par exemple ici, et je retrouve mon message, hello from codex. Et dans les logs, on voit ici, justement, ça a fonctionné. Ça, c'est voilà, l'erreur de favicon, donc c'est pas un souci en ce qui concerne, du moins, ça ne regarde pas. On voit partout ce que j'ai exécuté, mon truc, ma réponse 200 qui est correcte. Donc, on va essayer d'attaquer notre application qu'on veut créer, notre application task ici. On va ajouter du moins une autre route qu'on va appeler app.post. Je vais appeler, bon, là, cette fois-ci, je vais appeler ça API create, la API task create def create task. Bon, ça prend task, le type task. Return, create task, task.title et task.description. Voilà. Task, c'est ce que j'ai créé ici tout à l'heure. J'espère qu'on peut appeler ça. Oui. Application. Bon, je dois changer. Je vais appeler ça create pour pouvoir importer ça.
Voilà. Dans ce moment, actuellement, j'ai deux routes. J'ai d'abord la première route get et la première route post. Et voici le chemin d'accès. Donc, si je hausse encore mon code à nouveau et j'actualise ça, j'aurai maintenant deux routes. J'aurai d'abord la première route get et la première et l'autre route post. Si j'élargis le endpoint, on voit donc moi, ce que je dois faire. Et parmi ça, il y a par exemple create at qui est déjà gazette avec la date actuelle et pending qui est déjà gazette. Donc, même si je change ça, ça va pas trop déranger, ça va pas déranger de toute façon. Ça va tout rester pending. Même si met ici complete, ça va pas modifier. Donc, il y a des données qui sont déjà fest, qui ne peuvent pas changer. Il y a par exemple le statut, create at, et puis le ID. Donc, essayons de changer. Par exemple, je vais payer ça 3. Et le titre, je vais payer ça à title 1. Et comme description, je vais appeler ça description 1. Voilà. Mettons ça. Mettons que c'est complete. Et je hors sur un. Tu vois, malgré ça, malgré la requête, ça a tout pris en considération mon pending. Et le ID a été généré automatiquement, malgré le fait que j'ai écrit cela 3, ça a été généré automatiquement. Pending est resté pending, la date de création est restée la date de création. Tout ce qui a modifié, c'est mon title et ma description. Parce que justement, les autres variables sont générées automatiquement parce que j'ai mis ça à ce niveau. Vous allez être généré automatiquement à ce niveau. Ça crée ça de manière automatique. Ça zette ça sur pending et ça crée une ID de manière automatique. Donc, tout ce qui est à modifier, c'est la description et le titre. C'est bon? Donc, on peut aussi ajouter, par exemple, une méthode qu'on va dire get task qui va simplement nous donner la liste des tasks qu'on a eu à créer. Ça, ça. Return task. C'est simple que ça. Donc, j'importe ça de typing. Ça. Et aussi mettre ça ici là comme endpoint. App.get. Get. Et je vais appeler ça API task get. Dans la méthode, je vais juste l'appeler get. Ok. Task. Ça prend un paramètre, donc ça retourne tout simplement la méthode get task. C'est comme ça qu'on va appeler ça. Get. Là, je vais importer. Voilà. Je vais encore actualiser mon endpoint. Actualiser le Swagger. Et là, on a 3 endpoints. API get, API create et Hello World. Donc, on va d'abord commencer par, du moins, on peut essayer d'exécuter ceci pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Try it out. Pour l'instant, c'est vide, n'est-ce pas? Notre liste est vide. Donc, on va essayer de créer une liste ou bien un task. On va appeler ça try it out. Title 1.
description one. Le reste identique. On a créé. Allons maintenant regarder notre get. Ouais, maintenant, la liste n'est plus vide. La liste est maintenant occupée avec un task. Ouais. Attends. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà à ce niveau, en ce qui concerne les Fast API, ainsi que les endpoints que j'avais implémentés ici, le serveur, l'application virtuelle ici. Des questions? So, Je ne sais pas à si vous. vous avez des tips pour savoir quand on utilise, je ne sais pas, AppGet, AppPost, à quel moment on utilise quoi. OK, on va donc aller. J'utilise get ici, tout simplement parce que je n'envoie aucune donnée. Nous sommes d'accord. Bon, Est-ce que si j'envoie une donnée, dis Hello World, bon, le message là, ça, c'est pas oui, considéré comme une donnée. ça c'est ce que je reçois, je n'envoie pas. Ça, c'est ce que je reçois, je n'envoie pas. Ce que j'envoie le titre, j'envoie la description pour pouvoir créer mon task. Donc ici, j'envoie, c'est pour ça que j'emploie le post ici comme méthode. Par exemple, j'envoie déjà, j'entre des paramètres, moi j'entre certains paramètres pour pouvoir avoir une structure finie. J'envoie, dans ce sens, dans ce cas-là, j'envoie title, j'envoie description pour pouvoir créer un task. C'est pour ça que j'utilise ici post. Ici, c'est pareil. Je n'entre rien en paramètre. Je veux recevoir toute la liste des tasks qui ont été créées jusqu'ici. C'est pour ça que j'utilisais get et non post. Donc, le seul endroit où j'utilisais post, c'est parce que j'envoie moi-même des données pour pouvoir recevoir, pour pouvoir avoir une donnée complète. D'accord? Et sur un peu de Google ça. En ce moment, ça va être ça. HTTP méthode. So, on va prendre un truc. Voilà, voici les méthodes. Je mentionne HTTP méthode est là. Get, par exemple. Donc, là, tu peux t'envoyer ça, ou bien tu peux Google ça, et puis tu essaies de lire la documentation qui est sur High School. Donc, je récupère les données. Avec Post, j'envoie les données. Par exemple, ici, j'envoie, par exemple, ici, on a un name1 qui prend la valeur value1, et on a name2 et name2 qui prend la valeur value2. Et je sais le cas, ça respecte ce que j'ai fait dans mon cas, n'est-ce pas? J'envoie title et description, tout simplement comme ici. C'est pour ça que j'utilise la méthode de post. Là, au cas où je n'envoie rien, par exemple, get là, c'est où? Ici, ils ont ajouté une méthode, mais ici, ils ont mis un truc, value one et truc. Moi, c'est comment ils n'utilisaient pas ça. Donc, essaie de lire la description aussi pour pouvoir voir justement quand est-ce que tu veux utiliser get, quand est-ce que tu veux utiliser post, ou bien d'autres méthodes qui sont là. Il y a par exemple trace, connect, options. D'accord, merci. Mhm. Donc, comme je dis, méthode delete, méthode option, page, connect, trace, ainsi de suite. Donc, ce serait déjà tout pour Fast API. Si vous n'avez pas de questions, on peut tout simplement essayer d'agrandir la méthode, hein, d'agrandir sur la méthode, l'objet et tout. Mais de base, c'est ce qui concerne euh, voilà, Fast API. On a besoin d'initier notre application, donner les caractéristiques. Dans mon cas, par exemple, le titre, la description, la version de l'application. Et on peut aussi trouver ça sur mon application. Je vois ici ma première application, Fast API. La description, c'est Task Manager. Et la version, c'est 0.1.0. Donc, ça, c'est ce qui est défini à ce niveau. Donc, si je change, par exemple, je mets euh, un truc comme To-Do Manager. Je réinstalle encore l'application.
Ça vient ici, tout le manager. Donc, ce genre de choses. Est-ce que vous avez des questions, Kevin? Posez la question. Sinon, est-ce que vous êtes capable donc, de nous faire donc, un truc? On a encore pratiquement 40 minutes. Est-ce que vous pouvez faire une mini application en 40 minutes? Je dis direct, je ne suis pas moi capable. Ok. Kevin et toi? Kevin est là? Bah, ils ont envoyé un message, pas vraiment. Ouais, Pas j'ai vraiment. écrit dans le Ok. chat. Ok, pas vraiment, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui bloque? Mais comment ça, Marisa? Qu'est-ce qui te dérange? Ou bien, qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir faire un truc comme ça en 40 minutes? Ou bien, qu'est-ce que tu n'as pas Je compris? Qu'est-ce qui trouve, n'est pas encore je trouve clair? que j'ai quand même reçu beaucoup d'informations. Mon cerveau Ah, n'a tu as pas reçu encore beaucoup. travaillé tout ça. Ok, d'accord. Sinon, de manière générale, tu comprends ce qui a été fait jusqu'ici, comme au départ, tu ne comprenais pas de ce qu'on voulait arriver, où est-ce qu'on voulait arriver et tout et tout. Est-ce que tu as compris jusqu'ici, où est-ce qu'on voulait arriver? Mhm. Compris à peu D'accord, près. Moi, à peu peut-être ce près. que je proposerais, c'est de mettre à la disposition peut-être les fichiers sur lesquels tu as travaillé là. Tu C'est vois, comme cela. ça là, oui, tu peux mettre ça à la disposition et tout là, ils pourront s'orienter avec. Et là, je peux juste donner un autre exercice, mais dans le même sens en fait, on utilise le même principe, tu vois. Mhm, Mais tu mets ça à la disposition là, ils pourront s'orienter parce que pour un qui n'a jamais vraiment eu à avoir travaillé la TP méthode et tout, c'est un nouveau mhm. monde et il a besoin vraiment d'y aller étape par étape. Donc, moi, je Ok. propose de mettre ça à la disposition dans le guide Mhm. et Ça, tu vous mets dans le guide. réfléchir sur un exercice maintenant. Je pense qu'au courant de la semaine, vous pouvez réfléchir, voir comment lui, il a eu à faire l'autre, juste modifier en fait. Donc, même si c'est juste modifier ce qu'il lui a fait pour ne pas se ça à des exercices de cas où on va donner. Je pense là. C'est un peu, pas que c'est plus facile, mais c'est mieux compréhensible, ça permet plus facilement d'entrer dans la chose. Mhm. D'accord. Et Kevin, pour toi, c'est quoi le truc? C'est quoi, qu'est-ce qui bloque le chiffre? Peut-être que Kevin m'a associé à son micro. Faut regarder dans le chat. D'accord. Ok. Euh, d'accord. Je sais pas si, voilà, on a encore pratiquement 30 minutes. Alex, quel est le sujet? Qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Ou du moins, vous, Marisa, Kevin, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse là maintenant pour fortifier la notion? Je ne comprends pas Bon, déjà commencer par m'expliquer le, le, le directory que tu as fait là. Ici, J'ai à ma gauche, vraiment c'est très celui-là. très bien compris comment Tu c'est parles, possible. tu parles, tu parles de ceci Grâce là, à hein? oui. OK. Bon, déjà, dans un projet, c'est pas propre de créer un projet comme, par exemple, Pydantic face à API et directement commencer avec l'implémentation. Déjà, créer tes fichiers Python pour essayer d'implémenter. Déjà, il faut structurer. De toute façon, quelqu'un qui viendra après toi plus est capable de comprendre ce qui a été fait, du moins la structure du code basique. Et là, la structure, c'est un truc que j'utilisais depuis longtemps, la structure de modèle view control aussi. J'essaie, dans le modèle, j'essaie de définir comment est-ce que hum, ma classe, ou du moins mon projet va se comporter. Quand je dis mon projet, c'est justement les grandes classes. On a ici, par exemple, la classe task. Quels sont ses comportements? Bien sûr, s'il y a par exemple des restrictions comme par exemple valider ces éléments-ci, on peut aussi les implémenter là. Mais moi, généralement, je fais tout ça dans Control, là. C'est pour ça que je vous ai dit ici tout à l'heure. hum, voilà, je préfère implanter mes méthodes ici dans Control, là. C'est ça qui manage, c'est ça qui pilote mon devoir, mon projet. Donc, c'est ce qui met les méthodes en fait qu'utilise mon application, du moins c'est ma classe. C'est dans Controller. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça Controller. Et c'est comme ça qu'on appelle ça design pattern. En fait, un design pattern. On peut Google ça, Chanel. Design pattern model view controller. Je ne sais pas s'il y a un truc, une image ici.
Prenons par exemple ceci. Genau. Je vais essayer d'implémenter ça comme ça, du moins d'expliquer ça comme ça. Ça, c'est notre, ça, c'est une image que j'ai vue sur Medium. Donc, on a notre view. Ça, c'est ce qui est en contact directement avec l'utilisateur. Donc, les routes, en fait, qu'on a vu à définir tout à l'heure. Donc, quand l'utilisateur entre ses données, le contrôle bearbeiten ça. Et le view appelle ça de toutes les façons. Et il a le résultat. Et dans le modèle, ça peut être du moins le comportement, du moins les classes, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être aussi la base de données. Parce que si on a application, on a aussi la possibilité d'implémenter la base de données, comment avec la classe base de données ici, par exemple avec SQL Alchemy. Et donc, c'est un peu ce mécanisme en fait que j'essaie de respecter. Bien sûr que si je mets tous ces trucs-là dans une seule méthode, dans un seul projet, ça va fonctionner. Quand je dis dans un seul projet, c'est dans une seule fonction, dans un seul fichier, ça va fonctionner. Il n'y aura pas de restriction à ce niveau. Mais sauf que ce sera un inconvénient pour ceux qui viendra pour lire ton code. Ce sera touffu, peu lisible et voilà, difficile à, à, à battre en fait. Or ici, dans mon truc, tu dis, OK, dans mon contrôle, j'ai deux classes que j'ai appelées create task et get task. Dans mon, ça pas trop, dans modèle, quand j'entre dans mon fichier modèle, je vois tout ce qui est modèle. Genre, comportement des classes et tout et tout. Dans test, il y a seulement les tests. Il y a pas rien à part les tests. Je ne vais pas venir ici. Et aussi, plus tard, si vous faites des data analyses, il y a aussi les trucs qu'on appelle bint, dans les fichiers binaires. Et là, par exemple, vous avez, par exemple, les scripts. Ça peut être les scripts batch. Ça peut être, par exemple, un notebook. Et généralement, putain, c'est ici. Voilà. Généralement, les fichiers qui sont binaires, qui sont dans le truc binaire, s'ils ne sont pas explicites, par exemple, sur GitHub. Et à côté des binaires, par exemple, on peut aussi avoir un ordre qu'on va appeler data. Et dans data, tu peux mettre, par exemple, les différentes procédures. On va appeler ça, par exemple, no 1. On va appeler ça euh, row, on appelle ça row, par exemple. Après, quand on quitte de row, par exemple, on passe à prix, pro, 7, par exemple. Et quand tu finis de bearbeiten, tu peux faire chiben ça, ou bien tu peux mettre le résultat dans trois que je vais appeler, ça part, final. euh, voilà, en fait, c'est une structure en fait que j'essaie de respecter, voilà, pour rendre mon code assez lisible. D'accord? Donc, essaie de regarder modèle du contrôleur. Par exemple, s'il vient dans ton code, s'il vient par exemple dans ton truc, dans le dépôt, ce que tu as fait tout à l'heure, ou bien ce que tu as déposé, tu vois ici, je sais pas comment tu as fait ça. Voilà, dans le ordre, dans le répertoire, mais tu as directement laissé ça à la racine, tu vois. Donc, en temps normal, c'est pas correct ce que tu as fait ici. Pareil pour le nom de la classe, pour le nom de la méthode, le nom de la fonction, autant pour moi, du fichier, c'est pas correct. Donc, tu aurais dû structurer ça et c'est ce que j'essaie de faire avec ce code-là. Quand je fais, par exemple, mon Git pour le push ici, là, tu vois, ça va structurer. On va savoir que quand il part dans modèle, il trouve tel fichier. Quand il part dans source, il voit tel truc. Dans data, il voit tel truc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, essayez dans le futur de voir comment structurer vos devoirs pour que celui qui viendra après vous puisse comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc, j'essaie de faire ça. Si on regarde mes projets ici, on va voir que c'est comme ça que j'essaie de faire la plupart du temps. Prenons par exemple TDPA et A ici. Tu vois, j'ai ici. Donc, ça, c'est un peu laid. Bon, dans Source, quand même, j'ai des documents comme ceci. Par exemple, un truc comme celui-ci.
Voilà, tu vois, j'ai les répertoires. Ça aussi, c'est laid, c'est pas aussi trop correct. Parce que les fichiers Python, tout ça, ça doit rester un répertoire bien précis. Hmm, ben, ainsi de suite. Alors, essayer de voir comment structurer le code. Donc, c'est comme ça que, en fait, c'est comme ça que je travaille. Et si ton problème, c'est au niveau de la structure, voilà, c'est gérable. Mais si c'est le code, on peut gérer, on peut essayer de réexpliquer ça. Ou du moins, c'est d'abord correct, d'abord, là. Tu as compris ce que dit ici. Ou bien mon approche avec cette structure de code, de projet. En même temps, ça va compris. D'accord. Ok, tu as d'autres questions? Tu as dit, on commence à voir par ça. Ça sonne que tu as d'autres questions. Dis-nous. Mhm. Dis-nous, dis-nous. Bon, ici, bien sûr que ça doit retourner un task. Tu vas peut-être retourner sur Tu dis? le fichier à point plein. Tu dis? Et je sais pas si vous ouvrir le fichier à point plein. Mhm. C'est c'est quoi les chemins d'accès que tu as définis? Je sais pas. Bon, j'ai défini ici trois chemins d'accès. J'ai, du moins, les routes. En fait, en français, ce sont les routes. Et en Mais anglais, le truc, endpoint c'est et que tout et tout. je sais pas, dans Mhm. le directory, moi, je ne vois pas les API, tasks, je sais pas. Dans quelle route? Ça? Oui, je me disais que c'était peut-être en route. Non, non, Euh, oui, c'est une route que j'ai définie, mais qui n'a rien à y voir avec le répertoire, si, avec ce qui se passe à gauche, ce que j'ai oui, créé. c'est ça, Ça c'est n'a ma rien à y question. voir. On fait comment pour définir ça? On se base sur quoi? En fait, il y a des conventions que tu peux gérer, que tu peux. Derrière, il faut savoir que c'est un string. Alors que définir, c'est un string. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça entre côtes. Ça, c'est par exemple une convention. Je mets mon slash. Ça, on parle de API. Donc, c'est pour ça que je mets mon API devant. Sinon, tu es obligé de mettre API. Tu peux mettre API, tu peux appeler ça Marisa. Tant que tu comprends ce que tu fais, tant que tu comprends ce que Marisa est censé faire, ça va tout fonctionner. Et si on voit, tu vas voir. Tu vois, ici, c'est Marisa. Donc, il n'y a pas d'erreur que ça va générer. Sauf que, justement, pour quelqu'un qui viendra plus tard, ça va compliqué de savoir ce que Marisa fait. Tu vois, c'est pas aussi professionnel. Donc, j'appelle ça API. Et ensuite, je change dans le cadre de task. Donc, je mets le truc ici, task. Et puis, je mets le nom. C'est censé faire quoi? C'est censé créer. Donc, ça, je mets create. Ok, en fait, ce qui se passe, c'est que tu donnes le nom à la méthode get. Ou C'est pas une bien, méthode. Je donne le nom comme si je donnais, justement comme si je donnais le nom d'une méthode, en fait. Un peu comme si j'appelais ça c'est hello. On aurait pu aussi dire, par exemple, API, c'est hello. Ça va tout fonctionner. Donc, tu donnes juste les noms parlants. Tu vois, c'est API, c'est hello. Donc, c'est pas comme si je faisais référence à une structure ici. C'est un chemin d'accès. C'est comme ça que je veux avoir ma route. Bon, Et je ne sais pas généralement, si je tout peux ça. peut-être ajouter sans te Mhm. couper, Oui, par oui, oui, exemple, pour que vas-y, tu vas-y. essaies un peu de t'imaginer. Lorsque tu par exemple sur le browser, moi, je sais pas, tu peux ouvrir n'importe quel browser, tu pars au niveau Mhm, de path, tu lui montres un peu en fait que lorsque on parle de chemin d'accès, en fait, tu vois, lorsque tu as par exemple tu as mis slash API, ou par exemple même n'importe, pas au niveau de V2 School là, tu veux même n'importe quel. mhm, On essaie un peu de l'expliquer à base de ça. Par exemple, tu vas à V2 School, www.v2school.com. Tu vois comme ça, tu vois derrière ça. Ça, c'est par exemple bon, la route, le domaine. C'est un peu le gen, ça c'est le domaine. Et lorsque tu rentres, pour l'exemple, que
Et maintenant, en fait, c'est localhost, arc nullifier. Arc nullifier, c'est le port. Localhost, en fait, ça veut dire que c'est en local chez toi. Donc, c'est l'équivalent de ce que tu as envie de voir si tu veux prendre ça terre à terre. Maintenant, c'est que lorsque tu fais, tu mets slash API là, c'est comme la personne qui a développé Visual School, lui, il a mis slash text, par exemple, text là. Donc, lorsque, en fonction de ce que tu veux faire, en fait, en fonction d'où est-ce que tu veux aller, tu définis la route. C'est ça qu'il a appelé. Quand tu mets slash API, ça veut dire que si tu pars au niveau de localhost, arc non nullifier, port arc non nullifier, slash API, slash, par exemple, Marisa, tu vas voir ce que tu as eu à mettre au niveau de la route là. Et maintenant, ce qu'il était en train de dire, c'est qu'on utilise généralement API pour faire comprendre quand, je ne sais pas si tu connais là ce qu'on appelle une API. Tu connais là ce qu'on appelle une API. Pas sûr qu'elle connaît ce qu'on appelle API. Bon, pour faire court, essaie de voir par exemple une API comme une sorte de, euh, une sorte de route qui te donne accès à des données. Essaye de voir ça comme ça. Tu as une application, tu as besoin d'avoir accès aux différentes des informations qui sont dans cette application. Et j'utilise par exemple l'API pour avoir ça, ces informations. Bon, l'instant, en fait, tu vois, étant donné qu'il y a encore plein vraiment de thèmes qui sont très nouveaux pour toi, moi, ce que je te conseillerais, c'est d'abord de faire d'abord des recherches par rapport à ce qu'on appelle une API. Qu'est-ce qu'une API fait exactement? Parce qu'une fois que tu as compris qu'est-ce que fait une API exactement, il y aura plein de thèmes qui seront plus faciles. Et deuxième thème que je pense, Eman également il a montré, HTTP méthode. Pour l'instant, tu te concentres sur le niveau de get, post, get the post. Moi, juste avec les deux là, c'est largement suffisant. Si je comprends les deux là, ça va aller. Donc, qu'est-ce qu'une API? Qu'est-ce qu'une méthode? Et même le truc design pattern là, c'est un truc vraiment nice to use. Mais si dans un début, tu ne réussis pas encore bien à utiliser, ce n'est pas un problème, tu vois. Mais le plus important est d'être capable de faire juste un petit localhost chez toi, même si c'est seulement dans une seule taille. Tu vois, comme lui, il a fait là au niveau du views. Donc, si dans ton views, tu réussis à faire tout simplement un petit localhost là, tu vois, sans avoir même forcément accès, bien au niveau de retour, là, tu écris même des trucs, sans toutefois avoir des clés de crédit. Tout ça, tu peux mettre dans une data si tu veux. Mais le plus important, c'est tout simplement de savoir un peu comment est-ce que tu dois utiliser FastAPI. C'était un peu ça le but. Dans un premier temps, étant donné qu'il y a plein de trucs qui sont nouveaux pour toi, essaie un peu de regarder cette différente documentation-là. Donc, peut-être Eman, si possible, tu peux un peu essayer de lister ça. Là, un peu Mhm. essayer, on va essayer de faire des recherches par rapport à ça. Parce que quelqu'un qui n'a vraiment jamais vu ça, ce n'est pas possible en un laps de temps comme ça de pouvoir comprendre tous ces Mhm, mhm. différents thèmes, en fait, tu vois. Donc, moi, je te comprends. Donc, on va peut-être essayer de lister, te donner ça. Dans le calme, tu peux essayer de feuilleter, de voir un peu, pouvoir faire tes recherches également sur ça. Bon, j'ai un exemple pour toi, Marisa, pour expliquer ce qu'on appelle API. Un API, en espérant que tu comprends ça. Moi, je considère que les API ou bien API, c'est le bruit, quoi, en fait. C'est prendre ça comme un serveur, du moins prendre ça comme quelqu'un qui est au restaurant, qui est au restaurant dans le serveur. Et enfin, de base, de manière générale, l'API, c'est le bruit qui existe entre le serveur et le client. Le serveur, dans le cas, si c'est l'utilisateur dans le view, et le serveur, dans le cas, si c'est le backend. Tu vois, c'est face API. OK. Maintenant, REST API, ça vient jouer le rôle de bruit. Donc, on te dit, ça intègre, ça facilite la communication entre le client et le serveur. Maintenant, si on fait ça avec un restaurant, par exemple, dis-toi que, OK, dans le restaurant, il y a quelqu'un qui vient demander, qui veut prendre la commande. Il y a quelqu'un qui est à la cuisine en train de préparer. Et toi, tu es là, le client. Celui qui vient te demander, du moins, tes préférences là, ton plat, ton menu, ce que tu veux manger là, c'est lui, il occupe le rôle de API. Et toi, tu occupes le rôle de client. Celui qui est à la cuisine, il occupe le rôle de serveur. Le serveur. Oui, le serveur. Quand il dit serveur, si c'est dit serveur back-end, hein, back-end face API. Donc, lui, celui qui est à la cuisine, en fait, joue le rôle de serveur. Donc, dans mon ensemble, dans mon programme ici, par exemple, le serveur ici, c'est mon face API. C'est tout ce qui est ici derrière, tout ce qui est programmé ici, là. C'est ça mon back-end.
Et serveur, Ou maintenant, bien vous pour savez, l'exemple que tu as mis la chef, en fait. Le chef. Parce que quand tu voilà. dis serveur, pense que c'est celui parce que tu donnes l'exemple de restaurant, pense que le serveur, c'est celui du monde. Donc, le chef qui est en train de préparer, Le il chef est qui est en train réel, de en fait. préparer là, dans le cuistot, oui. Le Donc, c'est lui qui joue cuistot. le rôle de serveur, voilà. Et maintenant, toi, tu joues le rôle de client. Donc, tu vois que celui qui prend ta commande là, lui il joue le rôle de API, en fait, de REST API. Ouais, tu l'envoies, il communique avec toi et il communique, il transmet ce que tu as dit au chef cuistot à la cuisine. Et vice-versa. Ouais, c'est un peu comme, je sais pas, le bus dans l'architecture des ordinateurs. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai dit, si toi, tu communiques avec le serveur, par exemple, ah bon, du moins, c'est qui vient te demander ton plat, ce que tu veux manger, lui, il part transmettre ça au chef cuistot. Si le chef cuistot dit, bon, ça va prendre dans 15 minutes, lui, il revient encore te dire que ça va prendre dans 15 minutes. Mais toi, tu ne codes pas directement avec le chef cuistot. Ok. Donc, ça, en fait, ça fait ici, là, dans API, bon, c'est ce que j'ai implémenté ici, là. Donc, dans mon cas, par exemple, moi, je suis le client. Donc, il vient au niveau de mon view, j'ai mis mes données. Face à API, ou du moins API, l'API s'y prend ça, et renvoie sur backend pour dire, et appelle la fonction, par exemple, au niveau de contrôle, appelle la fonction create task pour dire, OK, il a besoin de créer un task, il a appelé ça, je ne sais pas trop, task one, et comme description, il a appelé ça description one. Mais tu vois, la partie-ci ne cause pas directement avec le front-end ci, avec ce qui est ici. C'est le REST API qui transmet ces informations. Donc, c'est vraiment vice-versa. Donc, déjà, tu vas comprendre ce qu'on appelle. Tu dois déjà savoir ce qu'on appelle API. Et ensuite, comme Alain a dit, les méthodes, les HTTP méthodes. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est un peu ce que je disais. Voici l'API ici. Quand ça, c'est YouTube. Je ne vais pas vous montrer YouTube. On va entrer, on va chercher un truc ici, vite fait. Prenons ceci. Donc, voici le API. Le serveur, par exemple, on a la base de données, on a les serveurs, on a, bref, tout ce qui peut être comme serveur. Ça peut être une base de données, ça peut être, je sais pas trop, voilà. Et du côté, si on a, ça peut être un utilisateur, voilà, ça peut être une machine, ça peut être un téléphone. Mais jamais ces gens-là, le client ne cause pas directement avec la base de données. Tu vois un peu. Donc, je sais pas si avec tout ceci, c'est un peu clair en ce qui concerne la définition de API et comment est-ce que c'est en ici dans le code. Je parlais plus tout à l'heure, tu parlais de REST API, tu fais référence à quoi? Ça, c'est encore une autre bégriffe. Ça, c'est encore une autre bégriffe. REST API, c'est tout ce qui concerne, c'est tout ce qui est utilisé dans les méthodes dans le get, post, put, delete là. Tu as ton serveur, tu as ton client, tu as ton serveur. Et puis, comme il dit, c'est une combinaison bidirectionnelle. Le client envoie sa requête, le REST API prend ça et utilise la méthode correspondante, par exemple post, get, put ou la delete, envoie dans l'information au serveur. Le serveur dit, bon, OK, j'ai fait abattre l'information, voici la réponse. Et lui, il retransmet ça au client. Ça, c'est cette image-ci, plus précisément. C'est pour ça on appelle ça REST API. Voici la définition, c'est bien. C'est Representational State Transfer. D'accord? Bon, c'est très peu compliqué pour le début, mais voilà, voilà, c'est le moment pour toi de t'asseoir, Google ces begriffs-là, essayer de comprendre et par la suite, essayer donc d'implémenter ça dans un projet concret pour pouvoir voilà, t'imprégner de la chose, quoi. Sinon, ça sera pas vraiment assez évident pour comprendre, comme Alex disait tout à l'heure. Et voilà les méthodes, du moins, pour parler de REST API, il faut absolument utiliser la HTTP méthode. Et tu as vu ici, par exemple, voilà comment on définit une API, API article, et puis avec, par exemple, le ID1, ainsi de suite.
Et on a les codes de trucs. Par exemple, tout à l'heure dans mon code, tu as vu, il y avait les trucs de 200. Voilà, ça par exemple. Ça prouve que mon truc a été correct. Ça peut arriver aussi qu'il y ait une erreur. On va essayer de générer une erreur qui va sortir. Ça peut ça va sortir un truc comme, par exemple, 404 ou bien 403. 400 autant pour moi. Essayons de provoquer cette erreur-là. Hmm. On va payer ça test. Tu as vu, on a par exemple notre phone. Et c'était là, quelque part là. Si je regarde dans mon truc, ça doit être 404. Voilà. Tu as vu. Ok. Donc, en fait, ça aussi, il faut aussi regarder. Quand est-ce qu'on utilise peut-être la réponse 200, 201, en tout cas, tout ce qui est 200, normalement, c'est green. Donc, ça dépend maintenant de ce que tu as comme réponse. Mais ça, c'est la zone verte. Il y a aussi ce qui est 400 là. Ça peut être côté serveur et tout et tout. 500 aussi, c'est côté serveur, le serveur interne et tout. Donc, je vais vous envoyer ces trucs-là, ces documents-là pour que vous puissiez apprendre via les bases de REST API. Donc, sinon, ça va déjà, ou bien c'est mieux au moins à ce niveau. Donc, elle dit tantôt REST API, c'est parce que justement, ça respecte cette formule-ci. J'utilise les méthodes get, post, und so weiter. Et j'échange les données entre le client et le serveur. C'est pour ça que j'appelle tout ça REST API. OK. Donc, pour l'exercice, Alex, je sais pas, moi, j'ai pas trop d'inspiration. Il est où? Il est parti? Ah bon, il est parti. Bon, en ce qui concerne l'exercice, on va reprendre l'exercice de Alex la dernière fois. Donc, essayez de invite ça, vous créez des endpoints de votre application la dernière fois. Donc, Marisa, tu as essayé d'implémenter ton application ici, ton truc. Donc, tu peux essayer de invite ça. Tu crées les sources, ou du moins les endpoints de cette application-ci, qui, par exemple, ou du moins, on va dire un endpoint qui, par exemple, affiche les informations, un endpoint qui nous permet de changer ton site DHT, un endpoint, par exemple, qui nous donne le temps de cuisson. Tu vois, ça, c'est les idées que tu pourras utiliser pour générer les endpoints. Bien sûr, en changeant ton truc en base model, là, tu as utilisé, je me rappelle Pydantic. Là, c'est encore la version initiale. Tu peux utiliser Pydantic pour valider tes données. Comme je t'ai dit tout à l'heure, si j'ai offre ton code ici, là, au lieu de mettre, s'il met Eman, ça va fonctionner. S'il met 1, ça va fonctionner. Or, c'est pas optimal du moins pour les tests et qu'on sort. Non. Essaie de valider tes modèles. Et voilà, tu crées des endpoints. Kevin, tu as fait cet exercice aussi, ou bien tu n'as pas eu le temps de gérer ça? Bon, je l'ai fait, mais malheureusement, là, je suis en route, je suis connecté à votre téléphone, en fait. D'accord, ok. Quand tu auras le temps, tu pourras bien donc mettre ça à notre disposition et tu essaies d'implémenter aussi, comme je t'ai dit à Marisa, des routes en fait qui permettent de valider, du moins qui permettent d'avoir accès à tes données que tu as eu à implémenter en utilisant par exemple Pydantic qu'on a vu tout à l'heure pour valider les caractéristiques, pour valider la classe. Il ne faudrait pas que j'entre par exemple un integer, pourtant ta classe attend un string, on se va étant. Donc, utilisez Pydantic et pour continuer, vous essayez d'implémenter ça dans une route, ou bien vous utilisez des routes pour ça. Comme dit chez toi, Marisa, une route pour afficher les informations, une route pour changer l'accompagnement, euh, une route pour, par exemple, ajuster le sucre, ainsi de suite. Ça sont les idées. Mais toi, tu es obligé d'implanter autant de routes. Tu peux faire deux, trois routes qui fonctionnent là
pour expliquer et tout et tout. Bon, là, ce sera la fin de ce crash course au cas où vous n'avez plus de questions. Et la semaine prochaine, on va entamer directement avec le projet collaboratif proprement dit. Donc, c'est dit, euh, commencer avec l'implémentation de KI, notre KI. Donc, venez la prochaine fois, j'arrive à Marisa, tu as installé chez toi euh, PyCharm. Donc, c'est que bien, tu as utilisé Git, donc c'est correct. Kevin aussi, toi, de ton côté, si c'est que tu n'as pas encore un environnement pour Python, il faudrait donc installer pour qu'on puisse travailler ensemble la prochaine fois. Et créez vos comptes Grok. Voici, par exemple, mon compte Grok. Vous créez vos comptes Grok pour qu'on puisse utiliser ça la prochaine fois. Ça, c'est par exemple mon compte Grok. Donc, vous testez si ça, si, voilà. Vous pouvez vous connecter avec vos comptes GitHub sans pouvoir créer forcément un compte. Voilà. Vous connectez avec un compte GitHub ou bien un compte Google quand c'est aussi possible. Ça ne prend pas l'argent, donc ne vous inquiétez pas en ce qui concerne les trucs, c'est gratuit, du moins tant qu'on utilise les modèles gratuits. Donc, on va essayer de gérer ça la prochaine fois. Donc, c'est ce qui sera fait la prochaine fois. Donc, le devoir, si vous faites vos devoirs, faites-nous signe dans le groupe WhatsApp et on va essayer de corriger ça et à vous revenir. OK. Donc, si vous n'avez plus de questions, on va donc se dire à plus tard.